Chapitre 6. Salem 2. L'automne et le printemps arrivent à Salem avec la même soudaineté que l'aurore ou le crépuscule sous les tropiques. D'un jour à l'autre, tout change. Mais le printemps n'est pas la saison la plus agréable en Nouvelle-Angleterre. Il est trop court, trop hésitant, trop enclin à générer des tempêtes, même si certaines journées d'avril miraculeuses peuvent demeurer gravées longtemps dans les mémoires, plus longtemps encore que le souvenir de la première caresse d'une amante, ou du contact de la bouche édentée d'un bébé sur le téton maternel. Mais dès la mi-mai, l'été est là. Le soleil perce les brumes matinales avec autorité et puissance, et, quand à 7 heures du matin vous sortez sur le perron, votre gamelle à la main, pour vous rendre au travail, vous savez que toute trace de rosée se sera évaporée d'ici 1 heure et que les voitures soulèveront bientôt dans leur sillage des volutes paresseuses de poussière, qui mettront près de 5 minutes à retomber. Et l'après-midi, c'est certain, le thermomètre grimpera jusqu'à 35 degrés dans l'usine. La sueur recouvrira alors vos bras comme de l'huile et vous collera la chemise dans le dos comme si on était en plein juillet. Mais quand l'automne arrive, quand il chasse l'été et sa touffeur pernicieuse, comme on chasse un chien d'un coup de pied aux fesses, ça se produit du jour au lendemain, un beau matin, toujours après la mi-septembre, vous avez l'impression de voir revenir à la maison un vieil ami. Vous le regardez avec bonheur s'installer dans votre rocking chair préféré, allumer sa pipe pour vous raconter, dans la douceur du soir, toutes les merveilles qu'il a vues depuis son dernier départ. Ce moment béni perdure jusqu'à la mi-octobre, et parfois, mais rarement, jusqu'en novembre. Jour après jour, le ciel est limpide, bleu roi, et les nuages qui le traversent d'ouest en est sont des nefs blanches et paisibles fendant l'azur de leurs étraves grises. Et puis le vent commence à souffler la journée et ne s'arrête plus. Il vous fait presser le pas dans la rue, emportant les feuilles mortes dans des tourbillons bigarrés. Ce vent vous transit jusqu'aux os. Peut-être réveille-t-il un réflexe ancestral de migration dans l'âme humaine, une voix intérieure qui vous dit « Va-t'en ou tu vas mourir, va-t'en ou tu vas mourir ». Même dans votre maison, derrière vos murs épais, le vent éreinte les fenêtres et les huisseries, envoie ses armées invisibles à l'assaut du toit et des gouttières, et, tôt ou tard, vous arrêtez ce que vous êtes en train de faire et vous sortez dehors pour savoir ce qui se passe. Vous êtes là, sur votre perron ou derrière votre moustiquaire, en plein après-midi, et vous voyez les ombres des nuages courir sur les prés de Griffin, glisser sur les flancs de Schoolyard Hill, dans un jeu mouvant d'ombre et de lumière, comme si Dieu s'amusait avec les lames d'un store céleste. Là-bas, vous apercevez les verges d'or, dont les fleurs sont pourtant les plus robustes de Nouvelle-Angleterre, se coucher sous les bourrasques comme une assemblée de pénitents. Et s'il n'y a ni voiture ni avion alentour, ni chasseurs tirant le faisan ou la caille dans les bois, si les seuls sons audibles sont les battements de votre cœur, alors vous parvenez à distinguer un autre bruit, celui du cycle de la vie terminant sa boucle, attendant les premières neiges de l'hiver pour accomplir ses derniers rites. 2. Cette année-là, l'automne, le véritable automne, pas celui du calendrier, commença le 28 septembre, le jour où Danny Glick fut enterré au cimetière d'Harmony Hill. L'office funèbre de l'église eut lieu dans la plus stricte intimité, mais celui du cimetière fut ouvert à tous et une bonne partie des habitants de Salem s'y rendit. Les camarades de classe de Danny, les curieux et les vieux pour qui la pratique des enterrements devenait de plus en plus habituelle à mesure que grandissait le linceul tissé par la vieillesse autour d'eux. Ils remontèrent Burns Road en un long cortège qui serpentait à perte de vue. Toutes les voitures avaient leurs phares allumés, bien que le temps fût très clair. En tête venait le corbillard de Carl Foreman, les vitres arrière tapissées de couronnes, suivi de la Mercury 65 de Tony Glick, pétaradant avec son pot d'échappement déglingué. Dans les 4 voitures suivantes venaient les parents du côté paternel et du côté maternel. Il y avait même une famille qui était venue de Tulsa, Oklahoma. Participait aussi à ce défilé tout phare dehors Mark Petrie, le garçon chez lequel se rendaient Ralphie et Danny le soir où Ralphie avait disparu, son père et sa mère, Richie Bodine et sa famille,
Dans la même voiture que les Norton, Mabel Wertz, assise sur le siège arrière, sa canne plantée entre ses jambes enflées, discourant inlassablement sur les autres enterrements auxquels elle avait assisté et dont certains remontaient à 1930. Lester Durham et sa femme Harriet, Paul Mayberry et sa femme Glynis, Pat Midler, Joe Crane, Vinnie Upshaw et Clyde Corliss, tous réunis dans une voiture conduite par Milt Crossen. Milt avait ouvert la glacière à bière avant le départ et ils en avaient bu chacun une boîte avec solennité devant la cuisinière. Eva Miller, dans une voiture qui transportait aussi ses amis intimes, les deux vieilles demoiselles Loretta Starcher et Rhoda Curless, Parkins Gillespie et son adjoint, Nolly Gardner, dans la voiture de police de Jerusalem Slot, la Ford personnelle de Parkins équipée d'un gyrophare à ventouse sur le tableau de bord. Lawrence Crockett et son épouse maladive, Charles Rhodes, le chauffeur de car irascible, qui assistait à tous les enterrements par principe, Charles Griffin, sa femme et deux de ses fils, Al et Jack, les deux seuls rejetons à ne pas encore avoir quitté la maison. Mike Ryerson et Royal Snow avaient creusé la tombe tôt dans la matinée et avaient disposé des bandes de faux gazon sur la terre qu'ils avaient rejetées hors de la fosse. Mike avait allumé la torche du souvenir que les Glick avaient demandé. Il se rappelait s'être dit que Royal n'avait pas l'air dans son assiette ce matin-là. D'ordinaire, pendant qu'il travaillait, il ne cessait de pousser la chansonnette d'une voix à la fois vibrante et cassée. « Il t'entortille dans un grand drap blanc, il creuse un trou et te jette dedans. » Mais ce matin-là, Mike l'avait trouvé exceptionnellement éteint, presque maussade. La gueule de bois, peut-être, pensa-t-il. Royal avait dû prendre une bonne cuite chez Dell la veille au soir avec Peter, son copain au gros bras. 5 minutes plus tôt, lorsqu'il avait aperçu le corbillard de Karl à 1 kilomètre en contrebas, il avait ouvert le grand portail, non sans jeter un coup d'œil vers les pointes qui le couronnaient, comme il faisait toujours depuis qu'il y avait trouvé Doc pendu. Il revenait à présent vers la tombe fraîchement creusée. Le père Donald Callahan, curé de la paroisse de Jerusalem Slot, attendait à côté de la fosse. Il portait une étole sur les épaules et son missel était ouvert à la page des funérailles d'enfants. C'était ce que les catholiques appelaient la 3e station, la première étant la maison du défunt, la seconde la minuscule église de Saint-Andrew, la dernière Harmony Hill. Terminus, tout le monde descend. Un frisson le parcourut. Il regarda l'herbe en plastique d'un verre cru et se demanda pourquoi on croyait bon de mettre ça à chaque enterrement. Ce gazon ressemblait exactement à ce qu'il était, une imitation bon marché de la vie destinée à cacher à ceux qui vivaient encore les lourdes mottes de terre brune de leur dernière demeure. « Ils arrivent, mon père, » dit-il. Callahan était grand, il avait des yeux bleus au regard perçant et un teint couperosé. Ses cheveux étaient d'un gris d'acier. Ryerson, qui n'avait pas mis les pieds à l'église depuis l'âge de 16 ans, le préférait aux autres sorciers locaux. John Groggins, le pasteur de la secte méthodiste, était un vieux schnock hypocrite, et Patterson, le ministre mormon, était aussi fou qu'un ours qui se coince les pattes dans une ruche. Aux funérailles d'un des diacres de l'église, il y avait de cela 2 ou 3 ans, Patterson s'était bel et bien roulé par terre. Mais Callahan lui paraissait assez sympathique pour un papiste. Ses cérémonies d'enterrement étaient toujours calmes, réconfortantes et courtes. Ryerson se demandait si c'était la prière qui avait fait apparaître sur ses joues et autour de son nez ce réseau de vénules. Il en doutait. Mais si Callahan buvait un peu, qui pouvait l'en blâmer? Par les temps qui courent, n'est-ce pas déjà un miracle si tous ces prédicateurs ne finissent pas à l'asile? « Merci, Mike, » dit le père Callahan. Et il leva les yeux vers le ciel clair. « Cet enterrement ne va pas être facile. »« C'est sûr. Combien de temps ça va durer ? » « 10 minutes, pas plus. Je ne veux pas prolonger le supplice des parents. Ils ont déjà assez de souffrance devant eux. »« Ok, » acquiesça Mike. Et il se dirigea vers l'extrémité du cimetière, dans l'intention de sauter le mur de pierre et d'aller manger son déjeuner dans le bois. Il savait d'expérience que la dernière personne que souhaitait voir la famille et les amis en deuil, c'était le fossoyeur dans sa salopette couverte de terre. Comment faire coïncider cette vision prosaïque avec les évocations dithyrambiques de l'immortalité et des portes célestes? Il s'arrêta près du mur du fond
et se pencha pour examiner une pierre tombale en ardoise qui était tombée. Il la redressa, et quand il eut essuyé la terre recouvrant l'inscription, un frisson le parcourut de nouveau. Hubert Barclay Marston, 6 octobre 1889, 12 août 1939. L'ange de la mort qui tient la lampe de bronze au-delà de la porte d'or t'a conduit dans les eaux sombres. Et au-dessous, presque effacé par les 36 hivers écoulés depuis lors, qu'il repose en paix. Vaguement angoissé sans savoir pourquoi, Mike Ryerson traversa le bois pour aller manger son déjeuner à côté du ruisseau. 3. À son entrée au séminaire, un ami du père Callahan lui avait donné une inscription brodée au petit point dont le ton irrespectueux l'avait fait rire aux larmes tout en l'horrifiant, mais qui, avec le temps, lui paraissait de plus en plus vraie et de moins en moins irrespectueuse. « Seigneur, donne-moi un peu de sérénité afin que j'accepte ce que je ne peux pas changer, un peu de ténacité afin que je change ce qui peut l'être, et un peu de chance afin que je ne déconne pas trop souvent. » Tout ceci en caractère gothique sur fond de soleil levant. Devant cette tombe, et face au cortège funèbre de Danny Glick, cette invocation d'autrefois lui revint à l'esprit. Les porteurs du défunt, 2 oncles et 2 cousins, descendirent le cercueil dans la fosse. Toutes de noir vêtues, Marjorie Glick, son visage livide à demi dissimulé sous un voile épais, s'appuyait au bras protecteur de son père et s'accrochait à son sac noir comme à une bouée de sauvetage. Tony Glick, l'air égaré, se tenait à distance. Plusieurs fois, à l'église, pendant l'office, il s'était retourné pour regarder autour de lui, comme s'il voulait s'assurer qu'il était bien là, parmi ces gens. Il semblait ne pas croire à ce qui arrivait, comme s'il était en train de rêver. « L'église ne peut pas mettre un terme à ce cauchemar », songea Callahan. Pas plus que toute la sérénité, toute la ténacité ou toute la chance du monde. La connerie a déjà été faite. Il aspergea d'eau bénite le cercueil et la fosse, les sanctifiant ainsi pour l'éternité. « Prions !» dit-il. Les mots montaient mélodieusement de sa gorge, comme il l'avait toujours fait, à toute heure, qu'il fût saoul ou sobre. Tout le monde inclina la tête. « Seigneur Dieu, accueillez dans votre miséricorde ceux qui ont vécu dans la foi, et donnez-leur la vie éternelle. Bénissez cette tombe, et que vos anges veillent sur elle. Tandis que nous enterrons aujourd'hui Danny Glick, prenez-le en votre compagnie, et, avec vos saints, offrez-lui la joie de siéger à vos côtés pour des siècles et des siècles. Nous vous le demandons par le Christ notre Sauveur. Amen. Amen, répéta en sourdine l'assemblée, et le vent emporta ces mots comme des fétus de paille. Tony Glick jetait des regards terrifiés autour de lui. Sa femme pressait un Kleenex devant sa bouche. Dans la foi en Jésus-Christ, nous mettons avec respect le corps de cet enfant en terre, dans son enveloppe imparfaite d'être humain. Prions Dieu avec confiance, celui qui donne la vie en toutes choses, et qui va emporter l'âme de ce corps mortel et l'élever vers la perfection en la compagnie des saints. Le père Callahan tourna les pages de son missel. Au 3e rang de l'assemblée, regroupée en demi-cercle autour de la tombe, une femme se mit à pleurer. Un oiseau, quelque part dans les bois, pépia en retour. « Prions pour notre frère Daniel Glick. Prions notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a dit « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, bien qu'il soit mort, et tous ceux qui sont vivants et qui mettent leur foi en moi ne souffriront jamais la mort éternelle. Seigneur, vous avez pleuré à la mort de votre ami Lazare. Réconfortez-nous dans notre douleur. Nous vous le demandons dans la foi. Seigneur, écoutez notre prière. » Enchaîna l'assistance. Vous avez fait revenir un mort à la vie. Donnez à notre frère Daniel la vie éternelle. Nous vous le demandons dans la foi. Seigneur, écoutez notre prière. Quelque chose parut poindre dans les yeux de Tony Glick, quelque chose comme une révélation. Notre frère Daniel a été lavé du péché par le baptême.
Accordez-lui une place à la table de votre royaume céleste. Nous vous le demandons dans la foi. Seigneur, écoutez notre prière. Il a été nourri de votre chair et de votre sang. Faites-lui une place à votre table au royaume des cieux. Nous vous le demandons par notre foi. Seigneur, écoutez notre prière. Marjorie Glick s'était mise à se balancer d'avant en arrière en gémissant. Apaisez la douleur que nous cause la mort de notre frère. Que notre foi soit notre consolation et la vie éternelle notre espérance. Nous vous le demandons dans la foi. Seigneur, écoutez notre prière. Il ferma son missel. Prions comme notre Seigneur nous l'a appris, dit-il d'une voix sereine. Notre Père qui êtes aux cieux. Non, cria Tony Glick se jetant en avant. Je ne vous laisserai pas foutre de la terre sur mon garçon. Des mains se tendirent pour l'arrêter, mais elles arrivèrent trop tard. Pendant un instant, il tituba au bord de la fosse, et puis le faux gazon se plissa et céda. Tony Glick tomba dans le trou et atterrit sur le cercueil avec un horrible bruit sourd. « Danny, sors de là !» hurla-t-il. « Ça alors !» dit Mabel Wertz. Et elle pressa son mouchoir de soie noire contre ses lèvres. Ses yeux vifs et avides emmagasinaient la scène comme un écureuil emmagasine des noisettes pour son hiver. « Danny, nom de Dieu, arrête ces conneries !» Le père Callahan fit signe à 2 des porteurs qui se précipitèrent, mais il fallut 3 autres hommes, dont Parkins Gillespie et Nolly Gardner, pour sortir Glick de la tombe, hurlant et se débattant comme un forcené. « Danny, arrête ça! Tu rends malade ta maman! Je vais te donner une de ces raclées! Lâchez-moi! Je veux mon fils! Lâchez-moi, sale con! Oh, mon Dieu! » « Notre Père qui êtes aux cieux, » reprit Callahan. Et d'autres voix se joignirent à la sienne, lançant leurs suppliques vers le ciel indifférent. « Que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite. »« Danny, viens ici, tu m'entends? Tu m'entends, Danny? Sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, et pardonnez-nous, Danny, nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Il n'est pas mort, il n'est pas mort. Lâchez-moi, espèce de salopard! Et ne nous soumettez pas à la tentation, mais délivrez-nous du mal. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Il n'est pas mort, gémit Tony Glick d'une voix entrecoupée. C'est pas possible. Il a que 12 ans, nom de Dieu. Il sanglotait, et, échappant aux hommes qui le retenaient, il fit quelques pas en chancelant, le visage ravagé et ruisselant de larmes. Il tomba à genoux aux pieds de Callahan et agrippa son pantalon de ses mains pleines de terre. « Je vous en supplie, rendez-moi mon fils. Arrêtez de vous moquer de moi. » Callahan lui prit la tête doucement entre ses mains. « Prions, » dit-il. Il sentait contre ses cuisses le corps secoué de sanglots du père. « Seigneur, consolez cet homme et sa femme dans leur douleur. Vous avez lavé cet enfant dans les eaux du baptême et vous lui avez donné une vie nouvelle. Faites que nous puissions un jour le rejoindre et partager à jamais les joies du ciel. Nous vous le demandons au nom de Jésus. Ainsi soit-il. » Il leva la tête et vit que Marjorie Glick s'était évanouie. « 4. Quand ils furent tous partis, Mike Ryerson revint et s'assit au bord de la tombe encore ouverte pour manger la dernière moitié de son sandwich et attendre le retour de Royal Snow. L'enterrement avait eu lieu à 4 heures de l'après-midi, et il était maintenant presque 5 heures. Les ombres s'allongeaient et le soleil disparaissait déjà derrière les grands chênes. Ce Jean Foutre de Royal avait promis d'être là à 5 heures moins le quart au plus tard. Où était-il donc? C'était le sandwich qu'il préférait, saucisson et fromage. Il ne se faisait d'ailleurs jamais que ses sandwichs préférés. C'était un des avantages du célibat. Il termina et s'épousseta les mains, éparpillant quelques miettes sur le cercueil. Quelqu'un l'observait. Il le sentit tout d'un coup et avec certitude. Il parcourut le cimetière du regard, les yeux écarquillés. « Royal? T'es là, Royal ?» Pas de réponse.
Le vent soupirait dans les arbres et les faisait bruire mystérieusement. L'ombre immobile de la pierre tombale d'Hubert Marston tranchait sur les ombres mouvantes des ormes, et il pensa tout d'un coup au chien de Wynne, suspendu, empalé au portail de fer. Des yeux, durs et froids, qui l'observaient. Nuit ne me surprend pas ici. Il se mit debout brusquement, comme si quelqu'un venait de lui adresser la parole. « Va te faire foutre, Royal !» Il dit cela tout haut, mais pour lui-même. Il ne pensait plus que Royal fût dans les parages, ni même qu'il viendrait. Il allait être obligé de terminer tout seul, et ce serait long, peut-être jusqu'à la nuit. Il se mit au travail sans essayer de comprendre la terreur qu'il avait gagnée, sans se demander pourquoi ce travail qu'il n'avait jamais mis mal à l'aise lui faisait un tel effet à présent. Essayant de faire au plus vite et économisant ses gestes, il retira les bandes de faux gazon de la terre fraîche, les plia avec soin, les posa sur son bras et les porta jusqu'à sa camionnette garée au-delà du portail. Une fois sorti du cimetière, il n'eut plus cette impression pénible d'être surveillé. Il mit l'herbe dans la benne du pick-up et sortit la pelle. Puis il se dirigea de nouveau vers la tombe, mais s'arrêta au bout de quelques pas. La fosse ouverte semblait le narguer. L'impression d'être épié avait disparu sitôt que le cercueil avait été hors de sa vue, et voilà que ça recommençait. Une image jaillit dans son esprit. Danny Glick, couché sur le capiton de satin rose, les yeux ouverts. Non, c'était idiot, on leur fermait les yeux. Il l'avait assez souvent vu faire par Carl Foreman. Sûr qu'on les ferme à la cire, avait expliqué Carl une fois. On voudrait pas que le cadavre fasse des clins d'œil à l'assistance, pas vrai? Il remplit sa pelle de terre et la vida dans la fosse. La terre tomba sur le cercueil d'acajou poli avec un bruit sourd qui le fit tressaillir et lui donna presque la nausée. Il se redressa et jeta un regard absent sur les couronnes de fleurs. Un foutu gaspillage. Demain, les pétales seraient éparpillés aux alentours, un semis de paillettes rouges et jaunes. Ça dépassait l'entendement. S'il fallait dépenser de l'argent, pourquoi ne pas le donner à la lutte contre le cancer ou contre la polio, ou même aux œuvres des dames de la paroisse? Au moins, ça servirait à quelque chose. Il jeta une autre pelletée et fit une nouvelle pause. Ce cercueil. Ça aussi, c'était du gaspillage. Un joli cercueil en acajou qui valait au moins 1000 $. Et voilà qu'il était en train de le recouvrir de terre. Les Glick n'avaient pas plus d'argent que les autres, et qui s'assure contre les frais d'enterrement d'un enfant? Il devait s'être endetté jusqu'au cou. Et tout ça pour une boîte destinée à être ensevelie. Il se pencha, ramassa une autre pelletée, et à contre-cœur la lança dans la fosse. De nouveau l'horrible bruit sourd, le bruit de l'irréparable. Le dessus du cercueil était maintenant presque entièrement recouvert, mais l'acajou poli brillait encore à travers, comme un reproche. « Arrête de me regarder !» Il prit une autre pelletée, pas très grosse, et la jeta dedans. Boum. Les ombres étaient très allongées maintenant. Il s'arrêta un instant, leva les yeux, et son regard tomba sur Marston House, indéchiffrable avec ses volets fermés. Le côté est, celui qui recevait le premier la lumière du jour, donnait directement sur le portail en fer forgé où Doc... Il se força à prendre une autre pelletée de terre et à l'envoyer dans la fosse. Boum. Un peu de terre glissa sur les bords du cercueil et s'infiltra dans les gonds de cuivre. Maintenant, si quelqu'un l'ouvrait, ça grincerait comme lorsqu'on ouvre la porte d'un mausolée. « Arrête de me regarder, nom de Dieu !» Il entreprit de se baisser pour prendre une nouvelle pelletée, mais rien qu'à cette idée, il se sentit accablé et s'interrompit encore une fois. Il avait lu un jour, était-ce dans le National Enquirer ou ailleurs, l'histoire d'un Texan, milliardaire du pétrole, qui avait spécifié dans son testament qu'il voulait être enterré dans un coupé Cadillac flambant neuf. Ce qui fut fait. On creusa la fosse à l'aide d'une pelleteuse, et on descendit la voiture avec une grue. Il y a plein de gens partout qui ont de vieilles bagnoles rafistolées avec de la salive et du fil de fer. Et ce cochon de Richard se faisait enterrer au volant d'une voiture de 10 000 $, munie de tous ses accessoires. Il sursauta et fit un pas en arrière en secouant la tête, tout à coup sur ses gardes. S'était-il trouvé un instant dans un état proche de la transe?
Il avait en tout cas de plus en plus le sentiment d'être observé. Il regarda le ciel et fut inquiet en voyant à quel point la lumière avait baissé. Il n'y avait plus que le dernier étage de Marston House qui fut encore baigné de soleil. Il était 6h10 à sa montre. Mon Dieu! 1 heure s'était écoulée et il n'avait pas envoyé plus d'une douzaine de pelletées de terre dans ce trou. Mike se pencha sur son travail, essayant de ne penser à rien. Boum, boum, boum. Le bruit était maintenant plus étouffé car le dessus du cercueil était totalement recouvert. La terre coulait sur les côtés en petits ruisseaux bruns et arrivait presque au niveau de la serrure et des crochets. Il jeta 2 pelletées encore, puis s'arrêta un instant. Serrure et crochets. Mais pourquoi donc, mon Dieu, mettait-on des serrures sur les cercueils? Pensait-on que quelqu'un pourrait essayer d'y entrer? Ce ne pouvait être que ça. On ne s'imaginait quand même pas que quelqu'un essaierait d'en sortir. « Arrête de me reluquer !» dit Mike Ryerson à haute voix. Et il se sentit tout d'un coup le cœur serré. Une envie subite de s'enfuir de cet endroit, de courir tout droit au village, le saisit à la gorge. Il ne se maîtrisa qu'au prix d'un grand effort. Il avait les jetons, ce n'était pas autre chose que ça. Quand on travaille dans un cimetière, c'est forcé que ça vous prenne de temps en temps. Il y avait de quoi se croire dans un de ces foutus films d'horreur, d'être là, à recouvrir ce gosse qui n'avait que 12 ans, avec ses yeux grands ouverts. « Vas-tu arrêter, nom de Dieu !» hurla-t-il en jetant un regard égaré sur Marston House. À présent, seul le toit était encore au soleil. Il était 6h15. Il se remit au travail en précipitant le mouvement, expédiant pelletée après pelletée et essayant de faire le vide dans son esprit. Mais l'impression qu'il avait d'être observé semblait croître plutôt que diminuer, et chaque pelletée paraissait plus lourde que la précédente. Le dessus du cercueil était complètement recouvert à présent. On pouvait cependant entrevoir encore sa forme, ensevelie sous la terre. La prière catholique pour les morts se mit à lui trotter dans la tête, comme vous reviennent parfois sans raison certaines rengaines. Il avait entendu Callahan la réciter pendant qu'il déjeunait là-bas, à côté du ruisseau. Ça et les hurlements d'impuissance du Père. Prions pour notre frère, prions notre Seigneur Jésus-Christ qui a dit « Ô Père, jette les yeux sur moi ». Il s'arrêta et jeta un regard vide dans la fosse. Elle était profonde, très profonde. Les ombres de la nuit la noyaient déjà, faisant d'elle une chose visqueuse et vivante. Oui, elle était encore très profonde. Il n'arriverait jamais à la combler avant la nuit. Jamais. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, bien qu'il soit mort. Seigneur des mouches, jette les yeux sur moi. Oui, les yeux étaient ouverts. C'était pour ça qu'il se sentait observé. Karl ne les avait pas assez collés. Ils s'étaient rouverts comme des stores et le petit Glick le dévisageait. Il fallait faire quelque chose. Et tous ceux qui sont vivants et qui mettent leur foi en moi ne connaîtront jamais la mort éternelle. Je dépose maintenant à tes pieds de la viande avariée et de la chair fétide. Enlever la terre, voilà ce qu'il fallait faire. Enlever la terre, casser la serrure avec la pelle et ouvrir le cercueil pour fermer ses yeux affreux rivés sur lui. Il n'avait pas de cire, mais il avait 2 pièces de monnaie dans sa poche. Elle ferait l'affaire. De l'argent, oui, c'était de l'argent qu'il fallait à ce garçon. Le soleil frôlait maintenant le toit de Marston House, et ses rayons n'atteignaient plus que les sapins les plus grands et les plus vénérables, à l'ouest de la ville. Mike eut l'impression que, même avec ses volets fermés, la maison le dévorait des yeux. « Vous avez fait revenir un mort à la vie. Accordez à notre frère Daniel la vie éternelle. Pour jouir de ta faveur, j'ai accompli un sacrifice. L'objet de ce sacrifice, je te le présente de la main gauche. » Mu par une impulsion subite, Mike Ryerson sauta dans la fosse et commença à pelleter avec frénésie, retirant la terre dans un staccato de grandes gerbes brunes. Enfin, la panne de l'outil heurta le bois. Mike racla ce qui restait de terre sur le couvercle, s'agenouilla sur le cercueil et se mit à cogner la serrure de cuivre à coups de pelle, comme un forcené. Près du ruisseau, les grenouilles s'étaient mises à coasser. Mike entendit une chouette ululer dans l'ombre, et quelque part, tout près, des engoulevents poussaient leurs cris perçants. 6h50.
Qu'est-ce que je suis en train de faire ?» se demanda-t-il. « Mais qu'est-ce que je suis en train de faire, bon Dieu ?» À genoux sur le couvercle du cercueil, il essayait de réfléchir. Mais quelque chose au fond de lui le poussait à se dépêcher. Vite, le soleil se couchait. « Nuit, ne me surprends pas ici. » Il leva la pelle au-dessus de son épaule, la fit tomber encore une fois sur la serrure, et un craquement se fit entendre. Elle avait cédé. Il redressa un instant la tête dans un dernier sursaut de raison, le blanc des yeux apparaissant comme en relief au milieu de son visage maculé de terre et de sueur. Vénus brillait au sein de la voûte étoilée. Il se hissa hors de la fosse en haletant, s'étendit de tout son long et chercha à tâtons les crochets du couvercle. Il les trouva, tira, et le couvercle se souleva, les gonds grinçant exactement comme il se l'était imaginé. D'abord, il ne vit qu'un peu de satin rose, puis il aperçut un bras vêtu de noir. Danny Glick avait été enterré dans son costume de premier communiant, et enfin, le visage. Il eut le souffle coupé. Les yeux étaient ouverts, il le savait. Grands ouverts et à peine vitreux. Il semblait étinceler d'une vie hideuse dans la lumière mourante du jour. Ce visage n'avait en rien de la pâleur de la mort. Les joues étaient roses, presque pulpeuses. Il essaya de s'arracher à ce regard scintillant et glacé, mais il n'y parvint pas. « Jésus !» murmura-t-il. Le soleil acheva de s'enfoncer derrière l'horizon. 5. Mark Petrie travaillait dans sa chambre sur une maquette du monstre de Frankenstein et écoutait parler ses parents en bas dans le salon. Sa chambre était située au premier étage de cette ancienne ferme de Jointner Avenue que les Petrie avaient achetée. Et bien qu'aujourd'hui la maison fût chauffée par une chaudière moderne au mazout, les vieilles grilles du premier étaient encore là. À l'origine, quand la maison était chauffée par une grande cuisinière centrale, les grilles laissaient monter l'air chaud au premier, qui, de ce fait, ne se refroidissait pas trop. Cependant, la dame qui avait habité la maison dans les premiers temps, de 1873 à 1896, et qui était dotée d'un mari fort austère, baptiste pratiquant, se mettait toujours au lit avec une brique chaude enveloppée de flanelle. Les grilles servaient maintenant à toute autre chose. Elles transmettaient parfaitement le son. Ses parents étaient au salon, mais ils auraient aussi bien pu être en train de parler de lui juste derrière la porte. Une fois, quand son père l'avait surpris en train d'écouter à la porte de leur ancienne maison, Mark n'avait que 6 ans à l'époque, il lui avait appris un vieux proverbe anglais. « Qui écoute aux portes s'y brûle les oreilles ?» Cela signifiait, lui avait dit son père, que l'on pouvait entendre quelque chose sur soi-même qui ne vous ferait pas plaisir. Peut-être, seulement il connaissait, lui, un autre proverbe. Prévoir, c'est pouvoir. À 12 ans, Mark Petrie était un peu trop mince pour sa taille et paraissait d'un tempérament délicat. Mais il avait une grâce et une souplesse inhabituelles chez les garçons de cet âge, qui ont toujours l'air d'être tout en genoux, coudes et cicatrices. Il avait le teint clair, presque laiteux, et ses traits, qu'on allait plus tard trouver aquilins, semblaient pour le moment légèrement efféminés. Cela lui avait déjà causé quelques ennuis, même avant l'histoire qu'il avait eue avec Richie Bodine dans la cour de l'école, et il avait décidé de régler cela tout seul. Il avait analysé le problème. Le caïd de l'école, avait-il décidé, était, en règle générale, grand, laid et balourd. Il faisait peur aux autres parce qu'il pouvait leur faire mal, et il affectionnait les coups bas. Il s'ensuivait que, si on n'avait pas peur d'être un peu brutalisé, et que si on était prêt soi-même à donner des coups bas, on pouvait avoir le dessus avec ce genre de gros dur. Richie Bodine lui avait permis de faire la première démonstration du bien-fondé de sa théorie. Son affaire entre le caïd de l'école et lui s'était soldée par un match nul, ce qui était déjà une victoire en soi. La brute, sanguinolente mais la tête haute, avait proclamé dans toute la cour de récré que lui et Mark Petrie étaient copains. Mark, même s'il considérait que Richie Bodine était un gros connard, ne démentit pas l'information. La discrétion était le maître mot. Discuter ne servait à rien avec un caïd. La contrainte physique était le seul langage que les Richie Bodine du monde semblaient comprendre, et Mark pensait que c'était là une des raisons pour lesquelles tout marchait si mal. Il avait été renvoyé de l'école ce jour-là,
et son père en avait été très fâché, jusqu'à ce que Mark, déjà résigné à recevoir la fessée rituelle administrée avec une revue roulée, lui eût dit que Hitler n'était rien d'autre qu'un Richie Bodine qui aurait réussi. Alors son père n'avait pas pu s'empêcher de s'esclaffer, et même sa mère n'était pas parvenue à étouffer un petit rire. On avait oublié la fessée. Et maintenant, June Petrie disait « Crois-tu que ça l'a affecté, Henry ?» C'est difficile à dire. Mark comprit par le petit silence qui suivit que son père allumait sa pipe. Il ne laisse jamais rien voir de ce qu'il pense. Il n'est pire que l'eau qui dort. Elle s'arrêta. Il fallait toujours que sa mère dise des choses du genre « il n'est pire que l'eau qui dort » ou encore « qui veut voyager loin ménage sa monture ». Mark les aimait beaucoup tous les deux, mais quelquefois, il lui paraissait aussi pesant que les in-folios de la bibliothèque, et aussi poussiéreux. « Il venait voir Mark, » reprit-elle, « et jouer avec son train électrique. Et maintenant, il y en a un qui est mort et l'autre disparu. Ne crois pas que ça lui ait rien fait, Henry. Ça lui a sûrement fait quelque chose. »« Il a les pieds sur terre, tu sais, » dit M. Petrie. « Quels que soient ses sentiments, je suis sûr qu'il est capable de les maîtriser. » Mark colla le bras gauche de la créature de Frankenstein dans la cavité articulaire de l'épaule. C'était une maquette Aurora, spécialement traitée pour devenir fluorescente dans le noir, exactement comme le Jésus en plastique qu'il avait reçu à Kittery, au cours de catéchisme, parce qu'il avait su par cœur tout le psaume 199. « J'ai pensé parfois que nous aurions dû en avoir un second, » déclara son père. « Marc aurait été moins seul. »« Ce n'est pas faute d'avoir essayé, chérie, » répliqua sa mère d'un ton malicieux. Son père poussa un grognement amusé. Il y eut une longue pause dans la conversation. Son père, il le savait, était en train de feuilleter le Wall Street Journal. Sa mère avait sur les genoux un roman de Jane Austen, ou peut-être de Henry James. Elle les lisait et les relisait, et Mark se demandait quel intérêt il pouvait y avoir à lire un livre plus d'une fois, puisqu'on savait déjà comment il allait se terminer. « Penses-tu qu'il y ait du danger à le laisser aller dans les bois derrière la maison ?» demanda sa mère après un petit moment. « On dit qu'il y a des sables mouvants quelque part dans les environs. »« Mais non, ce n'est pas du tout près d'ici. » Mark se détendit un peu et colla l'autre bras du monstre. Sa table était couverte de monstres Aurora qu'il disposait suivant des combinaisons nouvelles chaque fois qu'il en ajoutait un. C'était une bonne collection. En fait, c'était elle que venaient voir Danny et Ralphie le soir où... « Je pense qu'il peut y aller, » dit son père. « Mais pas le soir, évidemment. J'espère quand même que cet horrible enterrement ne va pas lui donner des cauchemars. » Mark se représentait sans peine son père en train de hausser les épaules. « Tony Glick, le malheureux. Mais la mort et la douleur font partie de la vie. Il serait temps qu'il s'habitue à cette idée. »« Peut-être. » Un autre long silence. « Allait-elle sortir maintenant ?» se demanda Mark. « L'enfant est le père de l'homme, ou bien on reconnaît l'arbre à son fruit. » Mark colla le monstre sur son socle, une tombe surmontée d'une pierre penchée. « Au cœur de la vie, nous sommes dans la mort, » reprit sa mère. « C'est peut-être moi qui vais avoir des cauchemars. »« Toi ?» Ce monsieur Foreman est un artiste dans son genre. Le petit Danny avait vraiment l'air de dormir, d'être sur le point d'ouvrir les yeux, de bâiller et... Je ne sais pas pourquoi les gens tiennent absolument à se torturer avec ces cérémonies à cercueil ouvert. C'est barbare. Bon, c'est fini. Oui, enfin je suppose. C'est un gentil garçon, n'est-ce pas, Henry? Marc? La crème des gosses. Marc sourit. Qu'est-ce qu'il y a à la télévision? Je vais voir. Marc n'écouta pas la suite. La discussion sérieuse était terminée. Il posa la maquette sur le rebord de la fenêtre pour qu'elle sèche et durcisse. Dans un quart d'heure, sa mère l'appellerait pour lui dire de se coucher. Il prit son pyjama dans le premier tiroir de la commode et se mit à se déshabiller. Sa mère avait tort de se faire du souci pour son moral, car en réalité il n'était pas du tout impressionnable. Il n'y avait pas de raison particulière pour qu'il le fût. C'était un garçon d'esprit plus délié que les autres, mais qui restait dans la norme. Sa famille appartenait à la bonne bourgeoisie et pouvait s'élever encore dans l'échelle sociale. Le mariage de ses parents était solide. Ils s'aimaient avec conviction, sinon avec passion.
Il n'y avait jamais eu de drame dans la vie de Marc. Les quelques bagarres de l'école ne l'avaient pas marqué. Il s'entendait bien avec ses camarades et, en gros, désirait les mêmes choses qu'eux. S'il y avait quelque chose qui le distinguait des autres, c'était la maîtrise qu'il avait de lui-même et le recul qu'il savait prendre vis-à-vis des choses et des gens. Personne ne lui avait inculqué ces qualités. Il semblait les avoir de naissance. Quand Chopper, son chien, s'était fait renverser par une voiture, il avait insisté pour accompagner sa mère chez le vétérinaire. Et quand le vétérinaire avait dit « Il faut l'endormir, mon garçon. Comprends-tu pourquoi ?» Marc avait dit « Vous n'allez pas l'endormir, vous allez l'asphyxier au gaz, n'est-ce pas ?» Le vétérinaire avait avoué que oui. Marc lui avait dit qu'il était d'accord, mais il avait embrassé Chopper d'abord. Il avait eu du chagrin, mais il n'avait pas pleuré. Il n'avait même pas été au bord des larmes. Sa mère avait pleuré, mais 3 jours après, elle n'y pensait plus, alors que Marc, lui, y penserait toujours. Voilà ce que c'était que de ne pas pleurer. Pleurer, c'était comme pisser son chagrin par terre. La disparition de Ralphie Glick lui avait fait un coup et la mort de Danny aussi. Mais il n'avait pas eu peur. Il avait entendu dire par quelqu'un dans un magasin que Ralphie avait probablement été victime d'un pervers. Marc savait ce que c'était qu'un pervers. Il vous faisait quelque chose qui le faisait jouir. Ensuite, il vous étranglait. Dans les bandes dessinées, l'étranglé disait toujours « argue ». Et, pour finir, il vous enterrait dans une carrière désaffectée ou sous le plancher d'un appentis désert. Si un détraqué de ce genre lui offrait un jour des bonbons, il lui enverrait un coup de pied dans les couilles et se sauverait à toute vitesse. « Marc ?» fit la voix de sa mère dans l'escalier. « Je viens !» dit-il en souriant de nouveau. « N'oublie pas de te laver les oreilles !»« Non, non !» Avant de descendre l'escalier de son pas souple et léger pour leur dire bonsoir et les embrasser, il jeta un coup d'œil sur la table où il avait installé ses monstres. Dracula, la bouche ouverte, montrant ses crocs, menaçait une jeune fille étendue par terre, tandis que le Docteur Fou torturait une femme sur un chevalet et que Mr. Hyde s'apprêtait à attaquer par derrière un vieillard qui rentrait chez lui. Qu'est-ce que c'était que la mort? Pas compliqué. C'était quand on tombait entre les mains des monstres. « 6. Roy McDougall se gara devant sa caravane vers 20h30, donna 2 coups d'accélérateur et coupa le moteur de sa vieille Ford. Le collecteur d'échappement était sur le point de casser, les clignotants étaient HS, et la vignette du contrôle technique expirait dans 1 mois. Une épave. Et sa vie n'était pas en meilleur état. Le gosse beuglait dans la caravane et Sandy lui hurlait dessus. Vive le mariage! Il sortit de la voiture et glissa sur l'une des dalles qu'il avait posées l'année dernière pour faire un semblant d'aller jusqu'à la porte d'entrée. « Putain de merde !» marmonna-t-il en jetant un regard noir à la pierre et se frottant le genou. Il était fin saoul. Il avait quitté le travail à 3 heures et avait passé le reste de la journée chez Dell à boire des coups avec Hank Peters et Buddy Mayberry. Hank venait d'être viré et il semblait décidé à boire toutes ses indemnités. Il savait ce que Sandy pensait de ses copains. Et bien qu'elle fasse la tronche. Reprocher à un gars de boire quelques bières avec ses potes le samedi ou le dimanche, alors qu'il passait la semaine à se briser le dos sur un métier à tisser et faisait des heures sup le week-end, il n'y avait pas idée. Pour qui se prenait-elle pour lui faire des leçons de morale? Elle avait rien à foutre de ses journées, elle, sinon à faire un peu de ménage, à tailler le bout de gras avec le facteur et à vérifier que le marmot ne rampait pas dans le four. Et on ne pouvait pas dire qu'elle surveillait beaucoup le bébé ces derniers temps. L'autre jour, il était même tombé de la table à longer. Où t'étais fourré pendant ce temps-là? J'étais avec lui, Roy. Il gigotait tellement qu'il m'a échappé des mains. Mon cul, oui. Il se dirigea vers la porte, fulminant de colère. Il avait encore mal aux genoux à cause de cette saloperie de dalle. Et on pouvait pas dire qu'elle compatissait à son sort. Qu'est-ce qu'elle fichait de ses journées pendant qu'il suait sang et eau avec ce connard de contremaître toujours sur son dos? Elle lisait nous deux en se goinfrant de Mon Chéri. Ou elle regardait des feuilletons à la télé en bouffant encore des Mon Chéri. Ou alors elle bavassait avec ses copines au téléphone, toujours avec sa putain de boîte de Mon Chéri. Elle commençait d'ailleurs à avoir des boutons sur les fesses et sur les joues. Et au train où elle enflait,
On pourrait bientôt plus faire la différence entre les deux. Il poussa la porte et entra. La scène lui causa un choc. L'image traversa les brumes du houblon et le frappa de plein fouet. Le bébé, nu et hurlant, du sang s'écoulant du nez. Sandy qu'il tenait, son chemisier sans manches maculé de sang, sa tête qui se tourne vers lui, le regarde par-dessus l'épaule avec un air de surprise et de peur, la couche par terre. Randy, avec des marques pâles sous les yeux, tendait les mains comme en signe de supplique. « Que se passe-t-il » articula Roy. « Rien, Roy, il est juste... »« Tu l'as frappé » répondit-il d'une voix atone. « Il ne voulait pas se tenir tranquille pour changer sa couche, alors tu l'as frappé. »« Pas du tout » répliqua-t-elle aussitôt. « Il a roulé sur le côté et il s'est cogné le nez, c'est tout. »« Je devrais te foutre une dérouillée. »« Roy, il s'est juste cogné le nez. » Ses épaules s'affaissèrent. Il soupira. « Qu'est-ce qu'on mange ?»« Des hamburgers, ils sont prêts » lança-t-elle avec entrain. Elle tira un pan de son chemisier de son jean et essuya le nez du bébé. Roy aperçut le bourrelet de graisse. Elle n'avait pas retrouvé sa ligne depuis la naissance du petit. Elle s'en fichait. « Fais-le taire !»« Il ne... Fais-le taire !» hurla Roy. Randy, qui ne poussait que de faibles plaintes, se mit à hurler. « Je vais lui donner un biberon !» lança Sandy en se levant. « Mais apporte-moi à bouffer !» Il retira son blouson en jean. « Putain, quel bordel ici! Qu'est-ce que tu fous de toutes tes journées ?»« Roy !» lança-t-elle d'un air choqué. Puis elle lâcha un petit rire. Sa colère idiote contre le bébé qui ne voulait pas se tenir tranquille pendant qu'elle le changeait commençait à s'estomper. Était-ce vraiment arrivé? Ce n'était pas dans un feuilleton à la télé, dans Médecin d'aujourd'hui, peut-être. « Apporte-moi mon dîner et nettoie cette porcherie. »« Oui, tout de suite. » Elle sortit un biberon du réfrigérateur, le donna à Randy avant de le mettre dans le parc. Le bébé commença à téter d'un air pathétique, ses yeux passant tour à tour de son père à sa mère en petit va-et-vient inquiet. « Roy ?»« Quoi ?»« C'est fini. »« Quoi? Qu'est-ce qui est fini ?»« Ben, tu sais, c'est fini. »« Ça te dit ce soir ?»« Ouais, » répondit-il. « Bien sûr. » Et il pensa, il y avait finalement du bon dans la vie. 7. Nolly Gardner était en train d'écouter de la musique rock à la radio et de scander le rythme avec des claquements de doigts quand le téléphone sonna. Parkins posa sa revue de mots croisés et dit « Tu veux bien baisser un peu, s'il te plaît ?»« Bien sûr, Park. » Nolly baissa la radio et continua ses claquements de doigts. Allô? Agent Gillespie? Ouais. Ici l'agent Tom Hanrahan. J'ai les renseignements que vous m'avez demandés. Je vous félicite d'avoir fait si vite. Nous n'avons pas découvert grand-chose. Tant pis, allez-y. Qu'avez-vous appris? Ben Mears a été entendu par la police à la suite d'un accident mortel de la circulation survenu dans l'État de New York en mai 1973. Pas de poursuite, un accident de moto. Sa femme, prénommée Miranda, a été tuée. Les témoins ont dit qu'il n'allait pas vite et l'alcotest a été négatif. Apparemment, la route était mouillée. Quant à ses idées politiques, il serait plutôt gauchiste. Il a participé à une manifestation pour la paix à Princeton en 1966. Il a pris la parole à un rassemblement contre la guerre à Brooklyn en 1967. Il a participé aux marches sur Washington en 1968 et en 1970. Il a été retenu pour vérification d'identité lors d'une marche pour la paix à San Francisco en novembre 1971. C'est tout ce qu'il y a sur lui. Ensuite? Kurt Barlow. C'est Kurt avec un K. Il est citoyen britannique mais par naturalisation. Né en Allemagne, il s'est réfugié en Angleterre en 1938, sans doute poursuivi par la Gestapo. Son état civil est invérifiable, mais il a probablement 70 ans. Son véritable nom est Bryken. Il fait de l'import-export à Londres depuis 1945, mais personne ne l'a jamais vu. Stryker est son associé depuis cette date, et c'est lui qui traite avec le public. Ah oui? Stryker est anglais aussi, mais lui de naissance. Il a 58 ans. Son père était ébéniste à Manchester, et lui a, semble-t-il, légué une jolie petite fortune. Stryker s'est bien débrouillé, lui aussi. Lui et Barlow ont déposé une demande de visa pour un séjour de longue durée aux États-Unis il y a de ça 18 mois. C'est tout ce que j'ai, sauf que c'est peut-être un ménage de pédale. Ouais, dit Parkins en soupirant. C'est à peu près ce que j'imaginais.
Si vous voulez des renseignements supplémentaires, nous pouvons interroger la CID et Scotland Yard. Non, c'est très bien comme ça. Encore une chose, il n'y a aucun lien entre Mears et les deux autres. Aucun lien apparent, du moins. Ok, merci. Nous sommes là pour ça. Si vous avez besoin d'aide, contactez-nous. Entendu, merci encore. Parkins Gillespie raccrocha et regarda pensivement le téléphone. « Qui était-ce, Park ?» demanda Nolly en mettant le poste plus fort. « L'excellent. Ils n'ont plus de sandwich au jambon. Seulement fromage grillé et salade d'œuf mayonnaise. J'ai des mousses à la framboise dans mon tiroir, si t'en veux. »« Non, merci. » Il soupira de nouveau. 8. À la décharge, les détritus brûlaient encore à petit feu. Dud Rogers faisait le tour de son domaine, humant l'odeur des ordures fumantes. Il broyait des débris de bouteilles sous ses lourdes bottes et soulevait à chaque pas de petits nuages de cendres noires et poudreuses. Au centre de l'immense terrain vague, un lit de braise s'allumait et s'éteignait, selon les caprices du vent. Dud y voyait comme un énorme œil rouge qui clignait, un œil de géant. Une détonation sourde éclatait de temps en temps, l'explosion d'une bombe à aérosol ou d'une ampoule. Beaucoup de rats étaient sortis de la décharge quand il y avait mis le feu le matin, plus que de coutume. Il en avait tué au moins 3 douzaines, et son pistolet était brûlant quand il l'avait remis dans son étui. Particulièrement grands aussi, ces salopards. Étendus de tout leur long, certains mesuraient bien 60 centimètres. Curieux comme leur nombre augmentait ou diminuait suivant les années. Ça dépendait probablement du temps qu'il faisait. Si ça continuait, il serait obligé de mettre des boulettes empoisonnées, ce qu'il n'avait pas fait depuis 1964. Dud en repéra un qui se faufilait sous une barrière jaune installée là pour marquer la limite du feu. Il ressortit son pistolet, fit sauter le cran de sûreté, visa et tira. Le coup fit gicler la terre devant le rat et en aspergea sa fourrure, mais au lieu de s'enfuir, il se dressa sur ses pattes de derrière et le regarda fixement. À la lueur du feu, ses petits yeux de jais semblaient lancer des flammes. Bon Dieu, il ne manquait pas de culot. « Goodbye, monsieur rat », dit Dud, et il visa avec soin. Pan! Le rat s'écroula avec un mouvement convulsif. Dud s'approcha et le poussa d'un coup de botte. Le rat mordit mollement le cuir, ses flancs se soulevant encore faiblement. « Salopard !» fit Dud tranquillement, et il lui écrasa la tête. Il s'accroupit, le regarda, et songea subitement à Rooty Croquette, la petite qui ne mettait pas de soutien-gorge. Quand elle portait un de ces pulls moulants comme elles en ont maintenant, on pouvait voir ses petits bouts de sein comme si elle était à poil, tant ils étaient durs et renflés à cause du frottement du pull. Ah, si seulement il pouvait avoir ces nichons dans les mains, les caresser rien qu'un peu, un tout petit peu. Une petite salope comme ça devait décoller au quart de tour. Il prit le rongeur par la queue et le balança comme un pendule. « Ça te dirait que je te mette un gros rat dans ta trousse à crayon, Rooty ?» Cette pensée, avec son double sens involontaire, le ravit, et il se mit à glousser en dodelinant sa tête désaxée, la bave aux lèvres. Après avoir envoyé le rat au loin, il se retourna et aperçut à quelque distance sur sa droite une silhouette longue et fine. Il essuya ses mains sur les jambes de son pantalon vert, le remonta et se dirigea vers l'étranger. « La décharge est fermée, monsieur. » L'homme se tourna vers lui. À la lueur du feu mourant, Dud aperçut un visage aux pommettes saillantes et à l'expression pensive. Le front était haut et lisse, les cheveux blancs striés de mèches étranges et vigoureuses d'un gris acier. Le type les avait plaqués en arrière, comme font ses pédales de pianiste. Le reflet rouge des braises donnait à ses yeux l'air d'être injecté de sang. « C'est vrai, » dit l'homme poliment. Il avait un léger accent, bien que sa prononciation fût parfaite. Ce bonhomme-là devait être Frenchy, ou bien polac. « Je suis venu regarder le feu. C'est beau. »« Ouais? Vous êtes de la région? »« J'habite depuis peu votre charmante petite ville, oui. Est-ce que vous tuez beaucoup de rats? »« Pas mal, ouais. Depuis quelque temps, il y en a des millions de ces fils de pute. Dites, c'est pas vous qui auriez acheté Marston House par hasard? »« Ce sont des prédateurs, » dit l'homme en croisant les mains derrière le dos.
Dud remarqua avec étonnement que le type était sur son 31, complet veston et tout le tremblement. « J'adore les prédateurs de la nuit, les rats, les chouettes, les loups. Y a-t-il des loups dans la région? » ?»« Non. Un gars là-haut à Durban a tué un coyote voilà une paire d'années. Et il y a aussi une bande de chiens sauvages qui pourchassent les cerfs. »« Des chiens ?» dit l'étranger avec un geste de mépris. « Ces animaux vulgaires qui tremblent et pleurent au bruit d'un pas inconnu. Ils ne sont bons qu'à ramper et à gémir. On devrait les étriper tous, croyez-moi. Tous autant qu'ils sont. »« J'ai jamais pensé à ça comme ça, » déclara Dud en reculant d'un pas. « Ça me fait toujours plaisir de recevoir des visites et de tailler une petite bavette, comme on dit, mais la décharge ferme à 6 heures le dimanche, et il est 9h30 à présent. » En effet. Pourtant, l'étranger ne semblait nullement pressé de partir. Dud exultait intérieurement. Tous les autres en ville allaient en baver de jalousie. Tous se demandaient quelle tête pouvait bien avoir le mystérieux acolyte de Straker, et lui était le premier à le savoir. Larry Crockett le savait peut-être aussi, mais il n'était pas très causant. La prochaine fois qu'il irait acheter des munitions à ce pisse-froid de George Midler, il dirait comme ça, mine de rien, « Tiens, j'ai rencontré le type qui vient d'arriver. »« Qui ça? »« Oh, tu sais, celui qui a acheté Marston House. Ah, c'est sympa, il parle un peu comme un Polac. »« Il n'y a pas de fantôme dans cette vieille maison ?» demanda-t-il, voyant que le type ne se décidait toujours pas à bouger. « Des fantômes ?» L'inconnu sourit, et il y avait quelque chose d'inquiétant dans ce sourire. Si un requin pouvait sourire, ça ressemblerait à ça. « Non, non, pas des fantômes. » Il insista sur le dernier mot, comme pour signifier qu'il y avait quelque chose d'encore pire. « Il se fait tard, vous savez. Vous devriez vraiment partir, monsieur. Mais c'est tellement agréable de parler avec vous, » dit l'homme. Et pour la première fois, il tourna la tête vers Dud et le regarda bien en face. Ses yeux étaient très écartés et comme bordés de rouge par les dernières lueurs du feu. Ce n'était peut-être pas poli de regarder fixement les gens, mais il n'y avait pas moyen de se détacher de ces yeux-là. « Ça ne vous ennuie pas de discuter encore un peu avec moi, n'est-ce pas? »« Non, je pense que non, » dit Dud d'une voix qui lui parut venir de très loin. Il lui sembla que les yeux de cet homme se dilataient jusqu'à devenir des gouffres obscurs, cernés de feu, tout prêts à l'engloutir. « Vous êtes bien aimable, » reprit l'homme. « Dites-moi, votre bosse, là, dans le dos, elle ne vous gêne pas dans votre travail? »« Non, » dit Dud, se sentant toujours très loin. Il pensa vaguement, « Je veux bien être pendu s'il n'est pas en train de m'hypnotiser, comme ce type à la foire de Topsham. Comment s'appelait-il donc? Ah oui, Monsieur Mephisto. Il vous endormait et vous faisait faire toutes sortes de choses drôles. Sautiller comme un poulet, courir comme un chien, ou raconter ce qui s'était passé à la fête d'anniversaire de vos 6 ans. Il avait hypnotisé ce con de Reggie Sawyer. Et bon Dieu, ce qu'on avait pu rire. Et cette bosse n'est-elle pas un handicap pour d'autres choses? Non. Il regardait toujours les yeux, fasciné. « Allons, allons. » La voix du vieux était caressante. « Nous sommes des amis, n'est-ce pas? Racontez-moi, dites-moi. »« Eh bien, les filles, vous savez, les filles, naturellement, » dit le type sur un ton rassurant. « Les filles se moquent de vous, n'est-ce pas? Elles n'ont aucune idée de votre virilité, de votre force. »« C'est vrai. » chuchota Dud. « Elles sont méchantes avec moi, toutes, surtout elle. »« Qui ça, elle? »« Rôti Crockett. Elle... Sa pensée s'envola. Qu'elle s'envole, aucune importance. Rien ne comptait à présent que cette paix profonde et parfaite. Elle se moque de vous, peut-être. Elle ricane dans votre dos. Elle donne des coups de coude à ses amis quand vous passez. Oui. Mais vous avez envie d'elle, insista la voix. N'est-il pas vrai? Oh oui. Elle sera à vous, j'en suis sûr. Il y avait quelque chose de délicieux dans tout ça. Dud crut entendre au loin des voix douces chanter des paroles obscènes,
des carillons d'argent, des visages diaphanes. La voix de Rôti Croquette. C'était comme s'il la voyait, soulevant ses nichons dans ses mains, faisant jaillir du décolleté en V de son pull leurs deux hémisphères, blancs et pulpeux, en lui murmurant « Embrasse-les, Dud, mords-les, suce-les !» C'était comme s'il se noyait dans les yeux cernés de rouge du vieil homme. L'étranger s'approcha, et Dud comprit tout, l'accepta, et, quand vint la douleur, elle fut douce comme l'argent, et verte comme l'eau qui dort dans les profondeurs. « 9. Sa main tremblait, et au lieu de saisir la bouteille, il l'envoya par terre. Elle tomba sur le tapis avec un bruit mat et se vida en glougloutant, imbibant de whisky la moquette verte. « Merde !» lâcha le père Donald Callahan. Et il se baissa précipitamment pour la ramasser avant que tout ne fût perdu. Il n'en restait déjà plus beaucoup. Il remit la bouteille presque vide sur le bureau, à bonne distance du bord, et se dirigea tant bien que mal vers la cuisine, à la recherche d'une serpillière et d'une bouteille de détachant. Il ne fallait pas que Rhoda Curless trouvât cette tache de whisky à côté de son bureau. Les regards attristés et compatissants de sa gouvernante étaient difficiles à supporter les matins, quand on n'était pas dans son assiette. Quand on a la gueule de bois, tu veux dire. D'accord. La gueule de bois, appelons un chat un chat. Un peu de vérité ne fait pas de mal. La vérité rompt toutes les chaînes. Vive la vérité! Il dénicha une bouteille d'un produit dont le nom, Ivap, faisait fâcheusement penser à un gros renvoi. Ivap! Exactement le genre de borborigme que lâcherait un ivrogne au moment de se chier dessus et de dégueuler. Le prêtre emporta le flacon dans le bureau. Il ne titubait pas. Il marchait même parfaitement droit. « Regarde-moi, Lucifer, je vais marcher tout droit sur cette ligne jusqu'au bout. » Callahan était un homme imposant de 53 ans. Ses cheveux étaient vif argent, ses yeux bleu acier, parsemés à présent de pointes de sang, soulignés par un faisceau de rides de sourire. Sa bouche était volontaire, son menton proéminent et plus volontaire encore. Certains matins, quand il se regardait dans le miroir, il se disait qu'arrivé à 60 ans, il abandonnerait la prêtrise et irait à Hollywood incarner Spencer Tracy. « Père Flanagan, où êtes-vous quand nous avons besoin de vous ?» murmura-t-il en s'accroupissant près de la tâche. Il lut les instructions sur l'étiquette de la bouteille et versa 2 fois le contenu du bouchon sur la tâche. Celle-ci vira immédiatement au blanc et se mit à mousser. Callahan observa le phénomène avec une certaine appréhension et regarda de nouveau la notice. « Pour les tâches particulièrement rebelles, » lut-il tout haut de cette voix sonore et mélodieuse qui faisait la joie de ses ouailles, après les interminables péroraisons ponctuées de claquements de dentiers de ce pauvre vieux père Hume, laissez agir 7 à 10 minutes. Il se dirigea vers la fenêtre de son bureau qui donnait sur Elm Street et sur l'église Saint-Andrew, un peu plus loin. « Génial, pensa-t-il. On est dimanche soir et je suis encore rond comme une queue de pelle. Bénissez-moi, mon père, parce que j'ai péché. » Durant ces longues soirées solitaires, le père Callahan travaillait à ses notes. Il y œuvrait depuis 7 ans. Elle devait lui servir à écrire un grand livre sur l'Église catholique en Nouvelle-Angleterre. Mais, de temps en temps, il se disait que cet ouvrage ne verrait jamais le jour. Curieusement, la rédaction de ses notes et son problème avec l'alcool étaient concomitants. Genèse, chapitre 1, verset 1. Au commencement était le whisky, et le père Callahan dit que les notes soient. Et quand on était pris tout entier à son écriture et que l'on buvait au fil des pages, on sentait à peine l'alcool faire son œuvre. Avec l'entraînement, la main ne sentait même plus le poids de la bouteille diminuer. Cela fait plus d'1 jour que je ne me suis confessé. Il était 11h30. Il regarda par la fenêtre et vit une obscurité informe, trouée seulement par le faisceau de lumière du lampadaire de l'église. Il ne manquait plus que Fred Astaire avec son haut de forme, son smoking, ses guêtres et ses chaussures blanches. Il danserait en faisant virevolter sa canne. Ginger Rogers viendrait à sa rencontre, et tous deux valseraient sur « Je suis dans les vapes avec Ivap »,
chantée par une Janis Joplin défoncée. Il appuya son front contre la vitre. Les traits de son visage, dont la beauté avait été dans une certaine mesure sa malédiction, s'affaissèrent et laissèrent voir le vieil homme fatigué. « Je suis un ivrogne et un prêtre minable, mon père. » Il ferma les yeux et se retrouva dans l'obscurité du confessionnal. Tout était là. Le volet du guichet qu'il ouvrait pour recevoir tous les secrets du cœur humain, l'odeur du vernis et du vieux velours des prie-dieu, les relents de sueur des vieillards, jusqu'à cet arrière-goût d'alcool dans sa bouche. « Bénissez-moi, mon père. J'ai bousillé la voiture de mon frère, j'ai frappé ma femme, j'ai regardé par la fenêtre de Madame Sawyer pendant qu'elle se déshabillait, j'ai menti, j'ai triché, j'ai eu des pensées et des désirs malhonnêtes, parce que j'ai péché. » Il ouvrit les yeux. Fred Astaire n'avait pas encore paru. Sur le coup de minuit, peut-être. La ville était endormie, sauf... Il leva la tête. Oui, il y avait de la lumière là-haut. Il pensa à la fille Bowie, non, MacDougall, elle s'appelait ainsi à présent, lui disant de sa petite voix essoufflée comment elle avait battu son bébé. Quand il lui avait demandé combien de fois, il avait senti et presque entendu son esprit pédaler à 100 à l'heure pour diviser le nombre par 5, voire par 10. Triste comportement pour un être humain. Il avait baptisé l'enfant, Randall Freitas MacDougall, conçu sur le siège arrière de la voiture de Royce MacDougall, probablement pendant la 2e séance du drive-in. Pauvre petit être souffrant. Il se demanda si elle savait ou devinait qu'il aurait aimé passer ses mains à travers le petit guichet, saisir cette âme qui se débattait de l'autre côté de la grille et la serrer jusqu'à ce qu'elle crie. « Pour votre pénitence, ma fille, vous aurez une demi-douzaine de coups de poing sur la tête et un bon petit coup de pied au cul. Allez votre chemin et ne péchez plus. » Sinistre, dit-il. Mais il avait rencontré plus grave que l'ennui dans le confessionnal. Ce n'était pas seulement cela qui l'avait écœuré et poussé vers ce club de moins en moins fermé qu'était l'association des prêtres catholiques de la Dive-Bouteille et des chevaliers du Cutty-Sark. C'était surtout la marche inexorable de cette machine qu'était l'Église, faisant éternellement la navette entre le ciel et la terre, avec son fardeau de petits péchés. C'était la reconnaissance rituelle du mal par une Église à présent essentiellement préoccupée des maux de la société. C'était la présence réelle de ce mal dans le confessionnal, aussi réelle que l'odeur du vieux velours. Un mal stupide pour lequel il n'y avait ni pardon ni sursis. Le poing s'écrasant sur la figure du bébé, le pneu ouvert à coups de canif, la rixe dans un bar, la lame de rasoir glissée dans une pomme le jour de Halloween, et tous les palliatifs insipides que l'esprit humain, dans ses replis tortueux, était capable d'inventer. Messieurs, de meilleures prisons vont remédier à tout cela. Une meilleure police, de meilleures institutions sociales, un meilleur contrôle des naissances, de meilleures techniques de stérilisation, de meilleurs avortements. Messieurs, si nous arrachons ce fœtus des entrailles de sa mère dans un magma sanglant de bras et de jambes informes, il ne grandira pas et n'ira pas tuer une vieille dame à coups de marteau. Mesdames, si nous attachons cet homme sur une chaise munie d'un dispositif électrique adéquat, et si nous le faisons frire comme une côtelette de porc, il n'aura plus jamais l'occasion de torturer des petits garçons jusqu'à ce que mort s'ensuive. Mes chers compatriotes, si ce projet de loi relatif à l'eugénisme est voté, je peux vous garantir que plus jamais... Merde. La vérité de sa condition lui était apparue de plus en plus clairement depuis un certain temps. Depuis 3 ans, peut-être. Elle avait gagné en netteté, comme un cliché dont on affine la mise au point jusqu'à ce que l'image soit parfaitement nette. Il aurait voulu se battre pour quelque chose. Les jeunes prêtres avaient leur lutte, l'élimination du racisme, la libération des femmes, voire la libération des homosexuels. Il défendait les pauvres, les fous, les criminels. Tout cela le mettait mal à l'aise. Les seuls prêtres dont l'action politique ne l'avait pas indisposé, c'étaient ceux qui avaient milité contre la guerre au Vietnam. Maintenant que leur cause était périmée, ils passaient leur temps à évoquer les marches et les rassemblements, comme les vieux couples évoquent leur lune de miel ou leur premier voyage en train.
Callahan n'était ni un jeune prêtre, ni un vieux prêtre. Il se voyait obligé d'endosser le rôle d'un traditionnaliste hésitant quant à ses postulats fondamentaux. Il voulait prendre la tête d'une division, mais dans quelle armée? Dieu, le bien, la bonté, ces noms désignaient tous la même chose. Et contre qui? Contre le mal. Ça, c'était une cause qui en valait la peine. Au diable les distributions de tracts dans le froid, devant les supermarchés, pour expliquer la nécessité de boycotter le raisin ou la salade. Il voulait voir le mal dépouillé de ses voiles trompeurs, chaque trait de son visage clairement visible. Il voulait lutter corps à corps avec le mal, comme Mohamed Ali contre Joe Frazier ou Jacob contre l'ange. Il voulait que le combat soit pur, sans que la politique s'en mêlât, comme d'habitude. Depuis qu'il avait décidé de devenir prêtre, c'était cela qu'il voulait. La vocation lui était venue à l'âge de 14 ans. Il avait été enflammé par l'histoire de Saint Étienne, le premier martyr chrétien à avoir été lapidé, celui qui avait vu le Christ en mourant. Le ciel exerçait une attraction bien pâle à côté de celle du combat, couronné peut-être par le martyr, au service du Seigneur. Seulement voilà, il n'y avait pas de combat. Il n'y avait que des escarmouches à l'issue douteuse. Le mal n'avait pas un visage, mais plusieurs. Et ces visages étaient vides et amorphes, et souvent la bave au menton. Sa conclusion, c'était que le mal n'existait pas. On avait juste affaire à ces avortons multiples et dégénérés, le mal au pluriel avec un petit m. Quelquefois, il se demandait si Hitler avait été autre chose qu'un bureaucrate débordé, et si Satan lui-même n'était pas simplement un malade mental, ayant un sens de l'humour un peu fruste. Le genre qui considère comme merveilleusement drôle de mettre des pétards dans le pain donné aux mouettes. Les grandes batailles sociales, morales et spirituelles de l'époque se réduisaient à Sandy McDougall envoyant en douce une tarte à son moutard, qui lui-même grandirait pour en envoyer une au sien, et ainsi de suite jusqu'à la fin des temps. Alléluia. Je vous salue Marie pleine de grâce. Aidez-moi à être le plus fort dans cette course de stock-car. C'était plus que sinistre, c'était terrifiant, pour peu qu'on veuille donner un sens à la vie et peut-être à la mort. C'était donc cela qui nous attendait là-haut? Une éternité de loto dans les églises, de virées dans les fêtes foraines, de séances de striptease dans des boîtes célestes de travestis? Il regarda la pendule. Il était 6:00 et il n'y avait toujours pas trace de Fred Astaire ni de Ginger Rogers, même pas de Mickey Rooney. Mais Ivap avait eu le temps d'agir. Il allait passer l'aspirateur maintenant. Rhoda Curless ne le regarderait pas avec cette insupportable expression de pitié. Et la vie suivrait son cours. Amen.